Bienvenue dans Les Experts. On va faire ensemble le tour de l'actualité bruxelloise. On va même la décortiquer. Elle a encore une fois été chargée cette semaine. On aura donc bien besoin des avis toujours éclairés de Caroline Séguesser. Bonjour, vous êtes politologue au CRISP. Et de Benoît Toussaint. Bonjour, vous êtes journaliste pour l'agence Belga. Parmi les sujets qui ont fait la une de plusieurs journaux bruxellois mais aussi nationaux, il y a l'argent, le salaire, les rémunérations directes ou indirectes de nos élus. Et cela a concerné aussi le Parlement bruxellois où les règles ont été durcies pour ce qui concerne les pensions des députés. Un plafond n'était pas respecté, il va l'être. Toutes les explications dans ce reportage de Thomas Dufrane et Yannick Van Gansbeek. L'hémicycle du Parlement bruxellois, 89 députés aujourd'hui et de nombreux autres qui sont passés par cette assemblée depuis 1989. Ont-ils dépassé le fameux plafond fixé par la loi en cas de cumul avec d'autres activités professionnelles? C'est la question posée aujourd'hui par le PTB dans l'opposition. Donc on a vu qu'il y avait un dépassement des plafonds au niveau du Parlement fédéral, au niveau du Parlement wallon. Donc on s'est mis aussi bien sûr à chercher au niveau du Parlement bruxellois et du Parlement wallon. Et on a découvert effectivement qu'il y avait des mécanismes qui permettaient de nouveau d'avoir des surplus de pensions par rapport au plafond légal. En fait, contrairement aux citoyens, les pensions des parlementaires sont gérées par une caisse interne au Parlement, une ASBL administrée par des parlementaires actuels et des anciens. Selon ce système, chaque parlementaire perçoit 80% de pension et puis 20% de rente. Et le plafond, il est uniquement calculé sur les 80%. En cumulant la pension parlementaire et la pension professionnelle d'un député, ancien médecin ou avocat par exemple, certains ont dépassé le plafond. Il sera une trentaine d'anciens députés à Bruxelles. Donc ça ne concerne que des députés qui sont des députés de l'ancienne génération, des députés qui ont eu des longues carrières et des députés qui avaient une autre activité professionnelle. C'est quelque chose que vous saviez ça avant ou alors vous l'avez appris récemment? Je vous avoue que je l'ai découvert en discutant avec les responsables de la Caisse des pensions. Le président du Parlement a donc annoncé une suppression de ce fameux système de rente et le calcul du plafond sur les 100%. Dans l'opposition, on demande le remboursement des dépassements éventuels. Donc s'il y a un plafond légal, on respecte le plafond légal. Si on n'a pas respecté le plafond légal, alors on rembourse les sommes trop perçues. Le dispositif est légal. Non, on ne demandera pas de rembourser puisque c'est prévu par un règlement. Il faut aussi préciser que le Parlement bruxellois n'a jamais mis en place de complément de pension supplémentaire pour certains fonctionnaires, comme c'était le cas à la Chambre des représentants. Benoît Toussaint, on a parlé de la Chambre des représentants. Ça aussi, ça a alimenté l'actualité. Qu'est-ce qui vous frappe, vous, comme observateur dans cette séquence? C'est qu'à un moment donné, on découvre des choses via le travail de l'opposition, via la presse, et que c'est légal, mais en même temps, ça ne se sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le travail est déjà arrivé depuis le fédéral, au départ. Vu que si on reprend le déroulé de l'affaire, au tout début, on parlait uniquement des pensions complémentaires des hauts fonctionnaires et des anciens présidents. L'affaire a commencé de cette manière-là. C'est d'ailleurs chez nous que l'affaire avait été révélée à l'époque. Ensuite, dans un deuxième temps, est arrivée l'affaire des parlementaires et les pensions de tous les parlementaires. Alors il faut remettre aussi dans le contexte également la chose, puisque le plafonnement à 120% concerne les personnes qui ont travaillé dans le privé ou dans d'autres éléments précédemment. Et ça se met aussi dans un contexte différent, qui est celui de la réduction de la pension complète des parlementaires, qui est passée de 36 ans précédemment à 20 ans. Et les décisions sont simultanées, si on veut. Après, le plafond, on peut évidemment en discuter, puisque le plafond Wainings, pour l'instant, s'élève à 7 000 €, ce qui est bien au-delà de toute pension légale actuelle, puisque les 10% de la population les plus élevés gagnent 5 900 à plus de 6 000 €. Donc voilà, on est vraiment dans des très hauts revenus. Caroline Séguesser, c'est symptomatique de quoi cette séquence? L'intérêt de la presse, c'est quoi? On estime que les politiques gagneront toujours trop, ou bien objectivement, à un moment donné, on peut poser des constats, notamment celui d'un manque de transparence peut-être? Mais je dirais un peu les deux. On est visiblement dans une séquence où, de plus en plus, on considère que le politique gagne trop. Qu'il s'agit du salaire, qu'il s'agit des avantages, de la pension, des voyages, du confort dans lequel ils sont installés dans la maison des parlementaires à Namur. Donc on est vraiment dans une séquence où on fait feu de tout bois dans ce sens pour alimenter l'idée que les politiques gagneraient trop, avec parfois des confusions sur ces compléments de pension. Mais on applique un plafond qui est prévu pour des fonctionnaires, à des élus. Les élus ne sont pas fonctionnaires, donc la décision en soi, elle n'était pas illégale, elle était peut-être
mal fondée, illégitime, injuste, mais elle n'était certainement pas illégale. Et on voit des gens qui se précipitent pour annuler, pour rembourser. On pense à Herman De Croo, en accréditant un peu l'idée qu'il y aurait quelque chose effectivement de malhonnête là derrière, ce qui n'est pas le cas. Mais je pense que c'est effectivement le moment est venu de discuter un peu sereinement, globalement, du statut des parlementaires. Parce que c'est globalement qu'il faut considérer, effectivement, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ce statut est encore bien adapté? Il faut plus de transparence, il faut peut-être réduire certains avantages, mais en tout cas, on met tout ça sur la place publique, et ça, c'est bien, mais il faut éviter de céder parfois trop facilement un peu à une forme de facilité pour dire, voilà, c'est toujours trop, et c'est scandaleux. On va voir ce qu'en pensent nos invités. Ils ont tous les deux été parlementaires, mais aujourd'hui, ils exercent une autre fonction politique, celle de bourgmestre. Catherine Moreau et bourgmestre à Molenbeek et Olivier Deleuze à Watermal-Boisfort. On les accueille. Vous pouvez rentrer. Bienvenue sur le plateau des experts. Alors voilà, on a choisi le premier sujet. Caroline Segesser, donc qui est la pension rabotée pour les parlementaires bruxellois, on va dire ça comme ça. Benoît Toussaint nous a rappelé qu'il y avait aussi eu des changements au fédéral. Vous avez été parlementaire. Vous comprenez l'intérêt de la presse, l'émoi dans la population autour de ces questions. Et est-ce que vous comprenez aussi la question que je vous pose, et que je pose à Caroline Segesser, qui est de dire aussi, mais à un moment donné, quel est le juste salaire pour un homme ou une femme politique? Est-ce que c'est déterminable, Catherine Moreau? D'abord, dire par rapport à où est-ce qu'on en est, je trouve que c'est un débat très sain. Et c'est une très bonne chose qu'on puisse en parler de manière transparente. Et je crois que c'est une des choses les plus importantes, en fait, sur ce dossier, c'est de pouvoir avoir une grande transparence. Alors, déterminer quel est le salaire exact qu'il faut pour chaque fonction, c'est évidemment assez compliqué. Je crois qu'il faut se référer d'abord à ce qui se passe de manière générale en Belgique. Il faut savoir que la Belgique n'est pas un État où on a des écarts salariaux énormes. On en a, cependant. Dans ce contexte-là, comment est-ce que se sélectionne, entre guillemets, le personnel politique? Comment est-ce qu'on se garantit contre la corruption? Comment est-ce qu'on fait fonctionner les institutions? On demande de plus en plus d'efficacité à ceux qui sont en politique. Comment est-ce qu'on se garantit d'avoir quand même des gens qui peuvent peut-être rester en politique et trouver cela intéressant et y développer un certain professionnalisme? Toutes ces questions doivent être tenues en compte. Et pour finir, peut-être la plus importante, et là je vais parler du point de vue du bourgmestre d'une commune de 100 000 habitants sur 6 km², où les difficultés sont réelles et importantes, comment est-ce qu'on tient compte des responsabilités que chacun prend? Parce qu'il est évident que nous, au niveau local, on prend des responsabilités extrêmement importantes qui ne sont pas diluables, qui ne sont jamais diluées. On a des responsabilités pénales, on a des responsabilités individuelles. Et donc, on doit être capable aussi de pouvoir les assumer, tant d'un point de vue intellectuel. Que vous percevez comme bourgmestre de Molenbeek est à la hauteur de la charge? Moi, j'ai déjà eu des bourgmestres de plus petites communes qui me disaient, mais moi, je suis appelable 7 jours sur 7, H24, et je trouve que je gagne trop peu par rapport à ce que je gagnais quand j'étais fonctionnaire, par exemple. J'ai entendu ça, moi. Moi, je suis médecin. J'ai exercé la médecine pendant près de 10 ans. Si j'étais dans le domaine du privé, je pourrais gagner plus. Je pourrais aussi gagner la même chose, donc ce n'est pas pour l'argent que je suis en politique. À côté de ça, effectivement, la fonction, elle est très lourde, elle est très dure, tous les jours, 24 heures sur 24, avec des attentes très importantes, et on me demande d'exercer cette mission avec un certain professionnalisme. Donc, effectivement, je ne vais pas me prononcer de manière générale, mais je n'ai pas l'impression aujourd'hui de percevoir trop par rapport à ce que je preste. Olivier Deleuze, le sentiment qu'on a, c'est celui, je ne trouve pas de meilleure expression, d'un entre-soi. Ce sont les parlementaires entre eux qui décident combien ils vont gagner, quels vont être leurs avantages. C'est sain? Est-ce que vous avez l'impression qu'on pourrait faire ça mieux? Si oui, comment? Alors, c'est pas sain. Et alors, le travail de Mme Moreau est certainement beaucoup plus compliqué que le mien. Donc, 25 000 habitants, 100 000 habitants, Boisfort, Molenbeek, aucune ambiguïté. Je pense que ce qui n'est pas sain, c'est l'opacité. Et d'avoir des sursalaires qui échappent à l'impôt, ça, je trouve que c'est pas bien. Et je suis content de dire que les parlementaires écolos, ils ne touchent pas ces sursalaires, ok? Ils reversent tous ces sursalaires à écolo. Les 2500 par mois là, de forfait non justifiable. Non. Ça, et donc je pense... Écolo rentre dans son financement, dans sa déclaration de financement de parti? J'imagine, mais ça, vous allez le contrôler demain. Quand vous étiez coprésident d'Écolo, vous bien entendu, parce que vous imaginez, et c'est très 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 bien, que dans une démocratie,
l'argent des politiques est scruté. Hein. Et c'est très, très, très bien. C'est très bien. Oui, mais visiblement, ça n'empêche pas. Moi, par exemple, j'ignorais, en 10 ans de pratique journalistique politique, j'ignorais qu'il y avait des sursalaires de ce montant-là, qui sont l'équivalent même supérieur à un salaire. Alors, moi, je n'ignorais ordinaire, pas qu'il y avait des sursalaires, puisque j'ai été député, je voyais bien qu'il y avait des sursalaires et que l'on me disait par ici. Par contre, ce que j'ignorais, je dois vous le dire, c'est les affaires de 120% du plafond Weinings. Alors là, bon, moi, je suis en dessous du plafond Weinings parce que, voilà, je n'étais pas député plus de 14 ans, donc c'est bon. Mais ça, j'ignorais. Et je trouve que c'est vraiment pas bien et c'est dangereux pour la démocratie, en fait. C'est vraiment une question de démocratie, Caroline Ségessière, Benoît Toussaint. Je crois en tout cas que la séquence, elle est vraiment dommageable pour la démocratie. Oui. On est bientôt à 1 an des élections. Effectivement, l'effet dans l'opinion publique est dommageable. Donc c'est bien qu'on mette effectivement rapidement tout ça sur la place publique et qu'on prenne des décisions, mais qu'on prenne des décisions, je dirais, raisonnables. Il ne faut pas sombrer dans le poujadisme et dire on gagne trop. Moi, je suis tout à fait d'accord de dire que la fonction des politiques, maintenant bourgmestre de Molenbeek, c'est une fonction beaucoup plus lourde et plus exposée que député bruxellois. Bon, il y a des députés bruxellois qui travaillent beaucoup, il y en a d'autres sur les 89 qui travaillent un peu moins, donc bon, tout est relatif. Mais je trouve effectivement qu'il est normal que les politiques, qui sont des gens très exposés, encore plus exposés aujourd'hui qu'autrefois, soient payés correctement. Là où effectivement il y a un souci, c'est par exemple cette indemnité pour frais de fonctionnement qu'on peut cumuler avec une indemnité pour frais de déplacement, etc. Il ne faut pas que la somme totale soit trop importante. Et moi, je trouve qu'une rétrocession au parti ne résout pas la question. Parce qu'il y a des mécanismes de financement public des partis. Ils sont d'ailleurs aussi en débat actuellement à la Chambre. On est un des pays d'Europe où les partis politiques sont les mieux financés. Ben bon, voilà. Ça, c'est un mécanisme. Par ailleurs, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça ne résout pas la question. Je suis tout à fait d'accord. Il faut aller à la source des problèmes et supprimer cette affaire, point final, en fait. Mais à partir du moment où la situation est telle que vous recevez cet argent, vous dites, hop, c'est pas pour moi. Mais ça ne résout pas bien la question. Oui, moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'ici, sur le débat des pensions, et on l'a vu dans le sujet que vous avez passé avec M. Madran, c'est assez évident qu'il y a une difficulté aussi sur le cumul d'une fonction privée et d'une fonction publique. Et là, il y a tout un champ de questions. Est-ce que, alors qu'on est parlementaire et on doit représenter des gens et en fait on prétend que sa fonction est importante et qu'on a besoin de s'y consacrer, on continue d'avoir par ailleurs une activité privée? Moi, je vais vous dire que lorsque j'ai été parlementaire, entre guillemets, par hasard, puisque j'étais 5e suppléante à l'époque et que je suis montée pendant 2 ans au Parlement, j'ai essayé de pouvoir garder mon activité professionnelle puisque je n'avais absolument aucune idée de ce qui allait m'attendre par après. Pour le dire clairement, je ne pensais pas continuer en politique par après. Et je n'ai pas réussi parce que, voulant être une bonne parlementaire, je n'ai pas pu en même temps être médecin, ne fût-ce qu'à mi-temps. Et donc, mais on peut être par exemple enseignant, donner un cours, regarder un pied. Oui, mais là, vous voyez bien job. qu'on ne parle pas de la même chose. Si on parle de sommes qui font qu'on monte au-dessus des 120%, c'est qu'on est avec des sommes conséquentes. On n'est pas avec 8 heures de cours dans l'enseignement supérieur sur l'année. On est avec une activité professionnelle réelle, ou en tout cas un pied dans une activité professionnelle réelle qui est lucrative. Et là, on parle d'autre chose. Et là, on est sur quelque chose qui est une vraie question. Voilà tout ça. Oui, peut-être aussi remettre en perspective, savoir que la durée moyenne d'un mandat de parlementaire, c'est 7 ans. Donc c'est un mandat et demi. Donc les politiciens de carrière qui arrivent au plafond des 36 ans, c'est excessivement rare. Donc voilà, ça c'est déjà aussi un point. Ici, ça concerne, si ma mémoire est bonne, 49 députés sur l'ensemble des législatures pour le niveau fédéral. Des députés, moi je l'ai relevé parce que personne ne le dit, qui ont connu, puisque ce sont les plus anciens, on va dire, dans la fonction, qui ont connu l'époque où il n'y avait pas de limite de cumul. Hein. Et donc ils pouvaient être députés, mandataire local, bourgmestre, échevin même dans une grosse commune ou ville, et puis avoir 2-3 mandats d'intercommunal, et il n'y avait pas de limite à ce plafond-là. Ceux-là, ça va aller la retraite, hein, je pense. Non, Catherine. Et moi, je voudrais dire quelque chose que c'est très intéressant ce qu'on dit là, parce qu'on parle effectivement d'un système assez ancien. Et bizarrement, il faudrait se poser la question de savoir où est le pouvoir aujourd'hui. Est-ce qu'il est toujours chez les personnes dont on parle, ou est-ce qu'il est ailleurs ? Comment le pouvoir s'exerce aujourd'hui dans notre société ? Est-ce qu'il s'exerce par effectivement les parlementaires ou par d'autres personnes ? Et quel droit on donne de pouvoir à qui ? Sous forme monétaire comme sous forme, entre guillemets, de pouvoir réel. Mais si les parlementaires ont perdu leur pouvoir, alors là, ils ne peuvent s'en prendre qu'eux-mêmes, parce qu'ils détiennent quand même encore le pouvoir législatif. Je ne suis pas sûre. Et c'est très intéressant de se demander, au fond, avant, avec ce cumul, il y avait donc moins de personnel politique.
Aujourd'hui, il y a plus de personnel politique, avec des montants, en fait, et qui sont plus élevés, puisqu'il y a plus de personnel politique. Est-ce qu'on est pour autant plus efficace? Est-ce que pour autant, le pouvoir est le même? Toutes ces questions sont derrière ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. On n'aura pas le temps de vider le débat. Mais il y a une question sur qui détient le pouvoir et à quel prix. Allez, moi, je pense que le cumul n'est pas bon. Moi, je pense que le cumul, c'est pas bon. Et je pense que le cumul entre de fonctions publiques, entre, par exemple, députés et bourgmestres, je trouve que c'est pas bon. Je crois que le pouvoir politique doit être dilué et ne doit pas être concentré. Et effectivement, le capital financier a énormément de pouvoir, plus que n'importe quel bourgmestre et parlementaire. Et du coup, je crois qu'ils ont un devoir d'exemplarité dans leur rapport à l'argent, je crois. Tout ce personnel politique-là. On a un devoir d'exemplarité et la question du cumul avec les fonctions privées, elle doit être posée. On vous réinvitera pour un débat sur le décumul. Et Caroline Séguesser qui a rongé son frère, elle voulait dire des choses, mais on poursuit avec cette décision du parquet de Bruxelles. Selon la Libre Belgique de vendredi, on manque cruellement de magistrats et le parquet a donc pris plusieurs mesures. La plus surprenante, c'est que toutes les infractions ne seront plus poursuivies. On peut peut-être voir une infographie, on la voit, notamment des éloignements du domicile pour des personnes qui ont été prises en flagrant délit de violence familiale, des infractions routières qui ne seront plus poursuivies de la même manière. Je reviens vers nos élus locaux. Olivier Deleuze, vous êtes un peu en temps de parole. Ça vous inquiète, vous, comme bourgmestre, de voir ça? Vous vous dites, mais elle va servir à rien, ma police? Ça m'inquiète très fort et j'imagine que ça vous inquiète très fort également. Concrètement, qu'est-ce qui vous inquiète? Ce qui m'inquiète, c'est que la police, elle nous dit quoi? Elle nous dit, nous, on va arrêter des gens et puis on va dire au parquet, voilà, on a arrêté quelqu'un parce que, je sais pas, violence intrafamiliale. Et le parquet dit, j'ai de moins en moins le temps de m'en occuper. Alors, on prend les policiers pour des idiots, c'est pas bien. Et puis, ça donne un espèce de sentiment qu'on fait ce qu'on veut, en fait, parce que le parquet ne suit pas. Et c'est pas bien. Et la conférence des bourgmestres va examiner ça mercredi prochain et on va insister sur le fait qu'il faut des moyens pour la justice dans nos sociétés démocratiques. Si on veut que les droits soient respectés, si on veut que les droits de l'homme soient respectés et tout, il faut des moyens pour la justice. En fait, diminuer les moyens pour la justice, c'est pas une manière d'augmenter la démocratie. En fait, c'est une manière d'augmenter le chaos et c'est pas bien. Catherine Moreau, c'est un peu un vœu pieux, la conférence des bourgmestres qui demanderait qu'on augmente les moyens de la justice. Ce qu'on voit ici, c'est quelque chose qui existait déjà, simplement c'était pas dit. Et donc pour moi, c'est pas du tout une découverte. Tous les jours, on a déjà ce problème dans nos rues. Sur la question du trafic de stupéfiants, j'ai animé à l'automne 2021 un groupe de travail commune police-parquet pour pouvoir tracer des lignes sur la définition des priorités et rendre notre travail à tous plus efficace. Parce qu'effectivement, sinon, on se retrouve avec des gens qu'on arrête, qui sont relâchés immédiatement, et les policiers et les citoyens sont complètement découragés, dégoûtés, et c'est une spirale infernale et négative. Maintenant, moi, je voudrais dire que ceci n'est pas une surprise. Ceci est la conséquence de la politique de la Suédoise, avec des dizaines de millions d'euros enlevés en police, des dizaines de millions d'euros enlevés en justice, et des dizaines de millions d'euros enlevés au renseignement. Benoît Toussaint, ça, c'est la poursuite de ceci. Et ça va mettre des années à être récupéré. Benoît Toussaint. Un des projets du fédéral et du ministre Van Quickenborne est justement ces maisons de justice pour permettre de faire purger les plus petites peines, même les toutes petites. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense que c'est quelque chose qui peut être utile, mais c'est un pansement, c'est une emplâtre sur une jambe de bois. La problématique du manque de personnel, aussi bien à la police que dans les tribunaux, elle est beaucoup plus lourde. Et c'est là où je dis qu'il faudra des années pour récupérer, parce qu'il faut les former, il faut les alimenter, il faut refaire fonctionner une machine qui fonctionnait beaucoup mieux avant ce gouvernement dramatique MRNVA. Caroline Séguesser, c'est le signe de quoi une justice qui crie au secours? D'un État pré-défaillant, déjà défaillant, ou bien finalement la justice c'est un département comme les autres, c'est pas moins important que la santé, que l'enseignement, que la jeunesse, que plein d'autres choses? Moi j'inscris ça dans un désinvestissement dans les compétences fédérales de l'État. Je pense qu'on a perdu, un jour il faudra en faire le compte, de l'énergie, des moyens à travers les réformes de l'État. Et on voit effectivement que ces compétences restées à l'État fédéral
ont été sous-investis. Le désinvestissement dans la justice, mais c'est bien antérieur à la suédoise aussi. Ça fait longtemps, moi, et d'ailleurs ce qui pour moi en est le symbole, bien qu'effectivement ça ne relève pas de la justice proprement dit, ce sont ces échafaudages sur le palais de justice de Bruxelles que je connais depuis mon installation à Bruxelles, et je ne suis plus toute jeune, ça fait plus de 25 ans. Donc oui, et en fait annoncer, c'est un effet d'annonce, un peu pour faire peur aux chalands qu'on ne poursuivra plus les infractions, alors qu'effectivement ça fait longtemps que c'est le cas, mais il y a aussi le fait que la justice n'est plus accessible dans un délai raisonnable pour les citoyens. Donc ça, c'est le volet pénal, mais il y a tout le volet civil, la protection de la jeunesse, le tribunal de la famille. Tout est en retard, et une justice qui n'agit pas dans un délai raisonnable, c'est une justice qui perd beaucoup de son efficacité. Donc oui, mais je dirais presque tout le monde est d'accord là-dessus depuis des années, malheureusement. Un élément de l'article de la Libre, c'est qu'on voit que dans certains quartiers, il y aura des exceptions. On va quand même continuer à poursuivre des infractions dans certains quartiers. À votre avis, lesquels, Catherine Moreau, Olivier Deleuze ? Moi, je sais ce que j'ai négocié avec le parquet. Je peux dire que ça fonctionne. J'en suis très contente. C'est-à-dire nous sommes pris comme modèle pour devenir plan régional sur la lutte contre les stupéfiants. Et donc voilà, là, je pense que il y a toute une série. Soyons francs, est-ce que c'est pas une discrimination complètement assumée ? On va cibler dans certains quartiers, ok, on arrêtera encore les gens à Molenbeek et puis on va Monsieur Gaillard, permettez-moi, moi je ne reste pas dans le scope de est-ce que c'est certains quartiers, pas certains quartiers. J'ai pas connaissance de ça, je vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toute une forme de bureaucratie qui existait entre police et justice, et nous c'est à ça qu'on s'est attaqué dans le groupe de travail, en définissant des priorités, en définissant la manière de rendre un dossier complet, en rendant les choses plus claires, plus précises, avec une meilleure communication, et là on a des gains d'efficience qui sont vraiment utiles et qui produisent des résultats sur le terrain. Olivier Deleuze, Caroline Segesser disait quelque chose, elle dit c'est aussi le résultat d'un désinvestissement dans le fédéral. Le fédéral s'est laissé plumer, il n'a plus les moyens de mener ses politiques, je le dis, on parle ici de la justice, mais ça crie famine aussi dans les soins de santé, dans toute une série d'autres compétences bien fédérales. C'est évident. Donc le fédéral, les compétences fédérales et le budget fédéral pour assumer ces compétences est complètement sous pression. Et il y a évidemment un mouvement centrifuge comme ça de cette Belgique hors des compétences fédérales, et c'est très dangereux. Le problème, c'est pas seulement une question institutionnelle. Tiens, est-ce que les régions vont avoir plus de compétences, etc., qui est parfois un petit peu gonflant. Le problème, c'est que ça met la démocratie en danger, ça met en danger le fonctionnement d'un État démocratique. Et effectivement, le désinvestissement de la justice, c'est vraiment mauvais, en fait. C'est vraiment une mauvaise chose. Brièvement, Catherine Moreau, oui, moi, je ne veux pas faire peur aux gens, c'est pas du tout le but. Par contre, je n'ai pas tout à fait la même analyse. Je pense que l'ensemble des pouvoirs publics, aujourd'hui, ne sont plus assez financés. Et donc, au niveau fédéral, il y a une petite différence, c'est que, de plus, il y a une difficulté de continuer d'organiser certains services et un désinvestissement dans certains services. Donc, de manière structurelle, certains ministères n'organisent plus correctement le service. Mais je pense qu'il est faux de dire que le fédéral perdrait tous ses moyens là où d'autres entités plus locales ou régionales auraient plus de moyens. Ce n'est pas le cas. Je pense que l'ensemble des pouvoirs publics aujourd'hui est dans une forme de désinvestissement et qu'on doit retrouver des financements pour l'ensemble des pouvoirs publics. Caroline Segesser. J'aurais envie d'être un peu plus nuancée parce que je crois que les moyens ne sont pas seulement financiers, ils sont également humains, organisationnels, etc. Donc il y a une perte de temps, d'efficacité qui se produit. Et on est quand même un des pays de l'OCDE dont le pourcentage du PIB affecté aux dépenses publiques est le plus élevé. Donc nous avons de l'argent, mais visiblement, on ne le dépense pas de façon suffisamment efficace, on ne l'affecte pas aux besoins les plus prioritaires. Oui, et ça... Non, Olivier Deleuze et puis Catherine Moreau. Olivier Deleuze est un peu en retard de temps de parole. Oui, mais ça ne fait rien, Catherine Moreau, parce qu'après, on a d'autres sujets que je voulais voir avec vous. On va parler d'enseignement, on va parler de la CIB. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. La régie, ce sont les prochains sujets, l'enseignement et puis la CIB. Oui, mais donc je pense qu'on reste un pays qui est assez efficace en réalité dans son utilisation des moyens publics. Par contre, je pense qu'on a des missions qu'on ne réalise pas. Et justice et police, c'est évident. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question, par exemple, du logement social à Bruxelles. Il y a toutes sortes d'autres questions pour lesquelles, en réalité, on a besoin d'une plus grande efficacité aujourd'hui. Mais donc, si on se compare sur la scène européenne, je ne pense pas qu'on soit un pays particulièrement inefficace. Et certainement, si on se compare à d'autres États à gouvernance multiple, ce qui est notre cas, je pense qu'on arrive à résoudre un certain nombre de questions compliquées entre nous ici en Belgique. Et à un coût qui finalement, si on devait comparer par exemple à un pays comme le Canada, avec ses régions et une gouvernance multiple également, on n'est pas si inefficace que ça.
Alors, on va avancer dans les sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Et je voudrais revenir sur ce geste de Caroline Désir, la ministre de l'Enseignement. Il y a une réforme dont on a beaucoup parlé sur BX1 notamment, c'est l'évaluation des enseignants. Elle a annoncé, suite à beaucoup de crispations, de claquements de porte notamment syndicaux, qu'elle ne la mettait pas en œuvre aussi vite qu'annoncé. Écoutez la réaction syndicale, ils ne sont pas si contents. Ce n'est pas une surprise pour nous. Elle avait annoncé qu'elle allait reporter certaines mesures. Maintenant, sur le fond, ça ne change rien pour la CGSP Enseignement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le décret va être voté dans son intégralité, les 2 volets. Et donc, le fait qu'il y ait une entrée en vigueur décalée d'1 an ou 2, ça ne change pas sur le fond. Et donc, pour nous, ça ne change rien, puisque déjà dans la première mouture, je vais dire, il y avait un délai pour mettre en place la deuxième partie. Il fallait que les directeurs soient formés. Et donc, je pense que ce report-là, pour nous, ne change pas notre avis sur le projet. Ce projet néfaste pour nous, en tout cas. Je me tourne vers les 2 politiques que vous êtes. C'est néfaste d'évaluer des enseignants. Ils ne sont pas évalués, les enseignants, à Watermal-Boisfort ou à Molenbeek ? Alors, je fais tous les ans le tour de chacune des écoles communales, pour aller dire bonjour aux enseignants. Vous allez me dire que tout le monde est content. Mais est-ce qu'on évalue les gens ? J'allais pas dire que tout le monde est content. J'allais dire que les enseignants, c'est pas facile. Hein. C'est pas un boulot facile, quoi. C'est un boulot et il y a beaucoup de paperasse. Il y a une paperasse, mais de dingue. Et c'est pas un boulot facile. C'est un boulot aussi, du coup, en pénurie. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on leur demande à ces enseignants. L'évaluation en soi, pour moi, elle n'est pas mauvaise. J'ai la compétence du personnel dans la commune. Nous, on évalue, bien sûr, le personnel communal, mais de manière objective, sous l'œil totalement légitime et attentif des organisations syndicales, parce qu'un membre du personnel, qu'il soit dans une institution publique ou privée, il a intérêt à ce qu'il y ait une évaluation périodique de ce qu'il fait. Mais donc, c'est pas mal de créer un système d'évaluation, voire de le réformer à un moment. Non, mais alors à 2 conditions, bien sûr. La première, c'est que ce soit une objectivité évidente. Et la deuxième, c'est pas 1 kilo de paperasse en plus. Hein. Mais je crois que tout le monde a avantage à ce qu'il y ait une évaluation. C'est pas un flicage. C'est un accompagnement. C'est voir, tiens, qu'est-ce que tu désires avoir comme formation, comment ça va, etc. C'est ça une évaluation. Hein. C'est pas un radar caché derrière les enseignants. C'est pour ça que les syndicats se crient. Non, je dis pas ça. D'abord, la situation dans les écoles, donc on a 16 écoles francophones et on a 6 écoles néerlandophones sur mon territoire, juste le PO communal. La situation de nos écoles, je la connais bien. Le personnel est fatigué. C'est difficile. Après le Covid, qui a été une période extrêmement compliquée pour ce personnel, avec la montée des inégalités, des difficultés certaines, l'ensemble des réformes, c'est beaucoup. Voilà. Ça fait beaucoup. Et autant c'est évident qu'il nous faut évaluer, et ça existait déjà, hein, il ne faut pas l'oublier, autant la manière de le faire doit forcément être sujette à discussion, et c'est normal. Moi, j'ai toute confiance que Caroline Désir va discuter correctement avec les enseignants et trouver des solutions. Maintenant, nous, ça fait depuis 2018, après nos rencontres avec les directions, qu'on a mis en place un nouveau système à Molenbeek, qui est parfaitement dans le cadre légal, mais qui, plutôt que de laisser uniquement à la direction, comme c'est prévu par le décret mission, la mission aide la direction. Parce qu'il est vrai de dire que l'évaluation doit être un moment formatif. L'évaluation doit viser à ce que tout le monde aille vers un progrès. L'évaluation ne sert pas à mettre l'enseignant dehors. L'évaluation ne sert pas à mettre l'enseignant en burn-out. L'évaluation sert à l'aider à avoir une meilleure pratique, à être plus content de sa pratique, à ce que et ses élèves, et sa direction, et les parents des élèves soient plus contents et voient de meilleurs résultats. Et donc, je vais juste dire un mot de cette manière de faire. Nous, on triangule autour d'un portfolio. Et ça fonctionne très bien. On respecte le cadre légal, on a négocié ça avec les syndicats, et ça fonctionne excessivement bien. Donc, on a la cellule pédagogique communale, on a la direction de l'école et on a l'enseignant autour du portfolio, et ça fonctionne. On avance très très bien avec ce système-là. Benoît Toussaint, Caroline Séguesseur, quand vous étiez à l'école, comme élève, vous les avez vus passer. Parfois, les inspecteurs, ça existait, les évaluations des enseignants, on s'en souvient. Est-ce que vous comprenez pourquoi aujourd'hui, ce qui est proposé crispe à ce point, pourquoi il y a des claquements de porte syndicaux, pourquoi une ministre finalement
doit renoncer temporairement à une réforme qui est annoncée et qui avait été votée d'ailleurs. Une crainte qui est importante du côté des syndicats, c'est justement d'aller vers une logique plus managériale des écoles. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, avec des objectifs qui seraient davantage chiffrés, de respect du programme, etc. Et un élève, une classe, ne peut pas être chiffré d'une telle manière comme on peut dire un boulon, et même encore ça peut se discuter dans une usine également. Et ils ont vraiment une crainte très très importante à ce niveau-là. Deuxième crainte également qu'ils ont, c'est sur les plans de formation. Est-ce qu'il y a suffisamment de formation possible dans les faits? On voit qu'il y a des pénuries d'enseignants, mais il y a aussi des pénuries de formateurs. Et donc c'est bien de faire des évaluations formatives, mais avec qui et où? Et dans quel temps de travail? Et dans quel temps de travail, bien sûr. Très important. Moi, je crois tout simplement que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc oui, tout le monde doit être évalué. Et je ne pense pas que fondamentalement, les enseignants soient hostiles à l'idée d'être évalués, mais ils sont simplement dans un contexte extrêmement difficile, extrêmement pénible, avec un taux d'encadrement qui est trop bas, avec des bâtiments scolaires qui sont souvent délabrés, avec de la paperasserie, effectivement, comme vous le disiez, trop importante, et avec des réformes de grande envergure à mettre en œuvre. Donc on leur en demande effectivement beaucoup, et donc ça, c'est le truc en trop. Je vais jouer un peu le mauvais flic ici, mais on sait que ça existe, ces profs qui dégoûtent nos gamins. On a tous vu un enseignant qui méritait d'être recadré. Moi, j'en ai vu quand j'étais élève, j'en ai parfois vu peut-être comme parent. On sait que ça existe. Et on a l'impression que la réponse qu'on a systématiquement, c'est de dire oui, mais ils sont tous formidables. Monsieur Guerre, c'est l'exception. C'est l'exception. Oui, mais du coup, comme c'est l'exception, on fait rien. C'est chez les journalistes, c'est dans le personnel politique. Les politiques sont évalués, enfin les élections servent à ça. Les politiques sont évalués. L'évaluation, c'est bien, mais effectivement, il y a partout, dans tout groupe, il y a des gens qui ne conviennent pas. Et tant qu'ils sont minoritaires, ça ne justifie pas qu'on... Mais on dit... Attends, moi je ne suis pas contre l'évaluation. Mais personne n'est contre l'évaluation ici. Ok. Je vous propose qu'on continue et qu'on parle mobilité avec la STIB qui a publié ses chiffres et son baromètre. Alors à votre avis, quel est le moyen de transport préféré des usagers des transports publics à Bruxelles? Je vous le donne en mille. C'est le métro. Résumé avec Thomas Dufresne, c'est notre spécialiste mobilité. C'est devenu l'un des rendez-vous annuels de la STIB, la présentation de son enquête de satisfaction. Cette année, plus de 15 000 usagers ont répondu en ligne ou par téléphone, score moyen 7,3 sur 10. Et comme chaque année, on s'en félicite. Parmi les trois modes, s'ils font un choix, ils vont dire que le métro reste le choix préféré parce que c'est rapide, confortable, enfin il a beaucoup de qualité, mais il est poursuivi, il est talonné par le tram et par le bus qui augmente de manière très significative depuis ces dernières années. Priorité des voyageurs, les fréquences, le confort, les correspondances, la ponctualité et le temps de trajet. Selon l'enquête, ces critères sont en hausse. C'est aussi le sentiment des usagers rencontrés. Les points positifs, c'est que c'est hyper bien desservi, je trouve vraiment. Il y a des métros, des bus régulièrement. C'est assez fluide. Le trafic est assez fluide. J'utilise les deux, la voiture, les trams. Donc quand je prends le tram, je trouve que la fréquence, elle est bonne. Si le métro reste le transport en commun préféré des Bruxellois, l'écart se resserre avec le tram et le bus. La faute à quelques travaux sur le réseau. Et puis à la sécurité, la problématique de la consommation de drogue est pointée du doigt dans certaines stations. Et cette association pointe aussi un autre défi, celle des véhicules vieillissants et donc d'un réseau surchargé. Le métro 3 tarde à être inauguré, ça fait 10 ans que la décision a été prise. Le fait que le métro ne roule toujours pas entre la gare du Nord et Albert, ça veut dire que des trams 4000 qui pourraient être exploités sur d'autres lignes qui en ont grand besoin ne peuvent pas être déplacés sur ces lignes. Du coup, les trams 3000 qui sont exploités sur ces lignes ne peuvent pas non plus aller sur d'autres et ainsi tout percole vers le bas. En tout cas, dans l'attente du fameux métro, de nouveaux trams devraient venir renforcer le réseau prochainement et de nouvelles lignes sont aussi dans les cartons bruxellois. Par exemple, la tramification du 95 entre le centre, XL et Watermal-Boisfort. Benoît Toussaint, c'est finalement un peu particulier à traiter comme journaliste ce genre de dossier parce qu'on a les chiffres que nous donne la STIB et chaque fois elle nous dit nos usagers sont contents. Oui, mais c'est quand même sur base d'un sondage aussi. Donc, ce sont aussi les voyageurs, mais après peut-être aussi les voyageurs satisfaits qui font... Même si d'habitude, c'est souvent les mécontents plus que les contents qui font le travail. Ce qui est intéressant ici, et il y a un petit paradoxe, c'est qu'on voit la pertinence du métro pour les voyageurs, qui reste le moyen de transport le plus intéressant, mais c'est aussi le moyen de transport le plus cher à mettre en œuvre.
que ça soit au niveau du prix bien entendu, mais aussi au niveau des permis. On voit tout le problème en dessous du palais du Midi aujourd'hui, qui fait qu'on n'y arrive socialiste, pas. Un écolo, on ne sait pas par hasard qu'on a mis ce sujet. Mais bon, voilà, ça reste le moyen privilégié. Après, le tram qui progresse, c'est intéressant aussi. Et on voit que le tram peut se déployer de manière beaucoup plus rapide que le métro, même s'il est moins privilégié par les voyageurs. Et en tant que citoyen né de Roverenbeek, je peux dire que ça avance à bonne vitesse, même si pour se parquer, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Catherine Moreau, on le voit, hein, le métro, c'est le moyen le plus rapide d'après les usagers préférés des usagers. C'est pour ça qu'il faut développer le métro à Bruxelles. C'est aussi mon moyen de transport préféré parmi les transports publics. Sur la méthode statistique, à mon avis, s'il y a plus d'usagers du métro aussi, forcément, ils vont plus s'exprimer. Donc là, il y a quelque chose qui est d'un autre ordre. Mais oui, je pense que dans toutes les villes où on a installé des métros, le métro, j'ai envie de dire, gagne à la fin. Parce que c'est vraiment un moyen de transport extrêmement confortable. Il laisse la surface pour d'autres activités, y compris des parcs, y compris des jeux pour les enfants. Il permet d'aller vite. Non, c'est un must-have. C'est pas votre avis, c'est pas un must, le métro Olivier Deleuze? Non, moi je n'oppose pas le métro par rapport au bus. D'ailleurs, je suis usager des trois. Le 95, un bus, le 8, le tram. Écolo au gouvernement bruxellois et surtout au Parlement a même parfois bataillé pour qu'on développe X lignes de tram plutôt qu'une ligne de métro. Ça revient régulièrement et ça plombe parfois un peu les discussions, nous dit-on, au gouvernement. Oui, ok. Alors, il ne faut pas être monomaniaque d'un moyen de transport. J'imagine que Mme Moreau n'est pas contre le bus et le tram. Eh bien, vous savez quoi? Je ne suis pas contre le métro, en fait. Donc, ça dépend, en fait. Donc, voilà. Il y a dans les endroits extrêmement denses, c'est bien de mettre le métro. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre dans le métro, c'est que c'est pas alors pour laisser la place en surface exclusivement à l'automobile. Hein. Je veux dire, parce qu'il y a Non, mais je suis d'accord. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu vexant, se dire, moi je dois aller en dessous du sol parce que les automobiles sont en surface. Donc il faut nuancer tout ça. Mais il y a une chose positive, c'est que les gens sont de plus en plus contents à propos de l'utilisation des transports en commun. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, le transport en commun, quand on va par exemple ici, chez vous, à BX1, que la voiture. Hein. Vous venez ici en voiture, vous tournez pendant une demi-heure pour vous garer, plus tous les ennuis pour y arriver. Tout ça évoquait le retard du métro Nord, la question du palais du Midi. On va peut-être devoir tout démolir pour construire une ligne. Ça reste quand même un dossier sur plusieurs législatures qui va engouffrer énormément d'argent, énormément de temps, énormément d'énergie. Alors Catherine Moreau nous dit c'est un must. Oui, alors c'est un must. Il faut faire des choix, on ne peut pas tout faire. Hein. Donc la nouvelle ligne de métro, on dit qu'elle va coûter 3 milliards d'euros. Ok, pas de problème de mettre 3 milliards d'euros dans le transport en commun, mais pas au prix d'autre chose. Donc c'est un choix qu'il faut faire et il faut être varié. Donc je comprends que l'affaire de l'humidité en dessous du palais du Midi, ça va coûter 200 millions d'euros. Il faut voir d'où ils vont venir aussi. Donc il faut une panoplie en fait de solutions. C'est ça qui est intéressant pour une ville moderne comme Bruxelles le devient de plus en plus concernant la mobilité. Hein. Qu'est-ce que ça a changé en 20 ans? Positivement, dans une ville moderne, il faut un peu de tout. Catherine Moreau, on peut se permettre le surcoût du métro ou un jour, il y aura un montant et il faudra qu'il sera tel qu'on devra dire stop? Moi, j'ai l'impression, très sincèrement, que Bruxelles ne peut pas faire avec la densité de population qu'elle a aujourd'hui. On est en train de voir que les prix augmentent, le nombre d'habitants qui veulent entrer dans la ville, on a quand même beaucoup. On ne peut pas faire sans développer notre réseau souterrain. Donc, à n'importe quel prix, non. Mais qu'il y ait des surcoûts, oui, ça c'est assez inhérent, j'ai envie de dire, à quasiment tous les chantiers. Donc, bien sûr qu'il y aura des moments de choix, mais je ne vois pas notre ville se développer sans métro. Et sans RER, si vous me le permettez. Bon, Caroline Séguessa, là-dessus? Oui, bien sûr, les deux choses sont complémentaires et je pense effectivement, globalement, on peut dire que la STIB fonctionne bien, en tout cas mieux que la SNCB. Et donc, je suis aussi assez partisane du métro parce que quand je suis arrivé à Bruxelles, il y avait juste 2 lignes de métro. On les appelait à l'époque 1A, 1B. D'ailleurs, dans ma tête, c'est toujours 1A, 1B et 2. Donc 2, c'est le métro de la petite ceinture. Et à l'époque, c'était les trams dans la petite ceinture. Et on a peine à se souvenir de ce que c'était. Effectivement, ça ne fonctionnait pas. Et donc, c'est un grand progrès de permettre ces déplacements beaucoup plus rapides parce que tout simplement, on déplace plus de volume de personnes dans un temps donné. Maintenant, moi, dans ce dossier du métro, ce qui m'interpelle quand même, j'entends que dans les chantiers, il y a des surcoûts qui ne sont pas toujours prévisibles.
Je me demande quand même si on a bien réalisé toutes les expertises préalables à la délivrance des permis, au lancement de ce chantier, parce qu'on est un peu étonné. Le sous-sol de Bruxelles, on le connaît quand même, on creuse dedans depuis plusieurs décennies, que là tout d'un coup on se dise oui mais attention, en dessous du palais du Midi, c'est pas suffisamment stable, c'est pas suffisamment ceci. Je ne suis pas ingénieur, mais je crois qu'il faut quand même aller regarder dans ce dossier si on a bien présenté correctement l'ensemble des faits au moment de prendre une décision. Au gouvernement, certains ont évoqué l'hypothèse tout à fait plausible d'aller chercher l'enveloppe Belliris pour financer le surcoût, voire la quasi-totalité de l'enveloppe Belliris. C'est un piège, ça Est-ce que c'est pas justement... Oui, attention, la totalité de l'enveloppe Belliris, à Boisfort, par exemple, l'enveloppe Belliris, elle a servi à rénover 50 logements sociaux, donc super. On a bien été contents, hein, merci bien le fédéral d'avoir eu l'enveloppe Belliris. Donc de nouveau, c'est assez exemplatif de la précaution qu'il faut prendre dans les investissements dans le métro. Il ne faut pas que ça bouffe tout. Sur le métro encore, Catherine Moreau, quelque chose? Vous êtes prêt à passer à vos têtes d'affiche? Tiens, ce seront les premières pour vous, Catherine Moreau. Je vous propose 4 images et vous en choisissez une que vous me commentez. Vous ne les connaissez pas, voilà. Donc ça va être la surprise, vous allez voir à l'écran. Les têtes d'affiche de Catherine Moreau, c'est le REDM qui pourrait monter en division 1A. C'est 6 à 12 mois de prison avec sursis pour les accompagnants du petit Curtis, cet enfant de 4 ans qui s'est noyé durant une sortie scolaire. Ils sont condamnés à la prison avec sursis. Un préavis de grève au SIAMU, les pompiers, et puis pour dénoncer notamment leurs conditions de travail, et puis Bruxelles qui veut contrôler, même sans plainte, des discriminations à l'embauche. Quelle est l'actualité qui vous inspire? Du coup, là, le dernier, oui, bah, les deux, le premier et le dernier. Hein. Je suis désolée. Alors, la dernière, effectivement, la discrimination reste un phénomène majeur sur le marché de l'emploi à Bruxelles, et on doit absolument s'armer mieux. Et donc, pour ça, les tests... Mais le fait que ce soit sans plainte, ça ne vous fait pas réagir? C'est non, pas un peu tout. À la tête du client, de l'employeur? Absolument pas. Je pense que les tests sans plainte, les tests, je vais dire de manière au hasard, peuvent être un outil extrêmement intéressant. Bien sûr, à condition que derrière, il y ait une mise à l'amende réelle. C'est-à-dire, à mon avis, une transparence et une mise à l'amende sous forme publicitaire, hein, donc une anti-publicité pour ceux qui font de la discrimination, qu'on les pointe du doigt, et, à mon avis, aussi une amende... physique, j'ai envie de dire monétaire. Juste un mot quand même sur le REDM, parce que je sens que ça vous inspire. Bah oui. S'il monte en D1, on entend souvent les bourgmestres dire attention, ça coûte de l'argent, ça pose des problèmes, il y a du monde, il faut encadrer des supporters. On prendra chez Belliris. Voilà, vous êtes prête à encadre faire ça, déjà les supporters, ouais. C'est déjà... oui, mais ce ne sera pas la même chose s'ils sont allés regarder l'Union. Ils avaient 1000 personnes dans leur stade en D2, en D1A, et il est rempli. C'est déjà un gros travail, on a déjà un gros stade, on a l'expérience de la D1. Il ne faut pas oublier que par le passé, et RWDM et FC Brussels ont été en D1. Donc, ça fait des dizaines d'années que Molenbeek a été en D1 et a vécu la D1. Nos forces de police sont habituées, les routines sont déjà prises. On accueillera volontiers la D1 et ce serait un plaisir que le RWDM monte en D1. Olivier Deleuze, on passe à vos têtes d'affiche. Alors, il y en a 4. Vous allez les découvrir aussi. La première, c'est un visage. Sarah Schlitz, elle est en difficulté. Va-t-elle devoir démissionner? La réforme des collectes, des poubelles, la CSC demande au ministre Marron de ne pas la mettre en œuvre. Angèle, qui exhibe, alors c'est pas la photo ici, mais un drapeau LGBT dans un festival aux États-Unis, festival produit par un homme d'affaires très conservateur. Et puis, les vols de nuit au-dessus de Bruxelles, le bourgmestre de Woluwe et Saint-Lambert a installé un sonomètre et il demande qu'on soumette tous ces vols à l'amende. Quelle est... votre tête d'affiche, Olivier Deleuze? Eh bien, je vais prendre la plus difficile. Sarah Schlitz. Oui. Sarah Schlitz a commis une erreur. Ok, soyons clairs. Enfin, commis une erreur. Il y a eu une distraction, peu importe. Quand vous êtes politique, c'est pour vous. Et donc, elle s'est excusée. Je trouve qu'elle a eu raison de s'excuser. Et voilà, il ne faut pas faire de chasse aux sorcières. Mais elle a admis que c'était une erreur, une maladresse qu'il y ait dans un dépliant le fait qu'il faut mettre un logo avec son nom sur les associations subsidiées par son ministère. C'est évidemment une erreur. C'est pas des choses que font tous les politiques, très honnêtement, notamment dans les communes, le journal communal avec la bouille du bourgmestre. C'est de la pub, ça aussi. Hein. Eh bien, regardez le journal communal de Watermal-Boisfort, cherchez ma bouille. Il est quasi en dernière page avec les autres membres du collège, parce que moi, quand j'étais pas bourgmestre, et dans ma vie, j'ai été pas bourgmestre, ça me faisait chaque fois rigoler de voir la tête du bourgmestre en troisième page, en page 5, etc. Je trouvais ça tellement ringard.
elle a commis une maladresse, elle s'est excusée, comme quoi nobody's perfect. J'aurais quand même voulu vous entendre sur la réforme des collectes, parce que voilà, on va prendre 2 minutes pour ça. Est-ce que ça vous inquiète, cette réforme des collectes à Watermal-Boisfort? Et puis on entendra Catherine Moureau aussi là-dessus, parce qu'il y a des bourgmestres qui sont vent debout contre un tour de collecte des poubelles par semaine au lieu de 2. Alors tout changement inquiète. Tout changement inquiète. Pourquoi est-ce que cette réforme a lieu? C'est pour augmenter le tri. Donc, de toute manière, il faut augmenter et améliorer le tri des déchets. Ça ne va pas être facile. Il va y avoir des communes tests, dont Boisfort. Mais je reconnais que Boisfort, ce n'est pas la plus difficile. Donc, je ne suis pas en train de faire la morale à quiconque. Mais c'est vrai que ça va être difficile. Il va falloir faire attention. Mais chaque fois qu'il y a un changement... Chaque fois qu'il y a un changement, il y a une inquiétude, c'est normal, mais on ne peut pas rester dans la gestion des poubelles de grand-papa, quoi. Ça ne va pas. Catherine Moureau, à Molenbeek, les gens sont prêts? Vous êtes prête à jouer le jeu? Alors, je pense que nous serons de toute façon hors scope, et sinon ce sera un drame. C'est absolument impossible chez nous d'avoir une seule collecte. Nous sommes avec 16 000 habitants par kilomètre carré. Nous sommes dans un quartier au centre historique avec des ruelles étroites. On ne sait pas vivre avec une seule collecte. C'est impossible. Et donc vous comprenez que la CSC demande qu'on reporte la réforme? En tout état de cause, dans une commune comme la mienne, cette réforme ne peut pas avoir lieu. Alors que dans d'autres communes, elle soit adéquate ou pas, je ne me prononcerai pas. Chez nous, cette réforme ne pourrait pas prendre pied. Mais nous ne sommes pas dans les communes concernées aujourd'hui. À terme, voilà, on est dans une phase d'essai. Nous l'avons dit, nous l'avons fait savoir au ministre. C'est un avis unanime du collège. Cette réforme, en l'état actuel, ne peut pas être implémentée sur notre territoire. C'est impossible d'avoir une seule collecte par semaine dans notre territoire. Les habitants vivent dans des appartements exigus, dans des rues étroites. Nous avons déjà des difficultés de propreté immenses, notamment parce que les gens ne peuvent pas sortir suffisamment souvent leurs poubelles et se retrouvent à les mettre dans les poubelles publiques. À certains moments, ce serait impossible chez nous. Caroline Séguesser. En cette matière, moi je vais vous dire, j'ai vraiment un rêve. C'est un jour voir à Bruxelles la fin des collectes des déchets en porte-à-porte et la collecte dans des points dépôt, comme ça se pratique dans d'autres villes où effectivement les citoyens peuvent à tout moment aller apporter leurs déchets pour ne pas devoir les conserver chez eux et où ces points sont régulièrement vidés. Et il n'y a pas de poubelles jetées un peu partout dans ces cas-là, de gens qui ne jouent pas le jeu? Je ne sais pas. Il faut réguler. Maintenant aussi, il y a des gens qui ne jouent pas le jeu, qui ne sortent pas leurs poubelles au bon moment, qui ne trient pas, etc. Donc dans tous les cas, il faudra réguler, éduquer, expliquer, à un moment donné sévir, mais je crois que ce n'est pas impossible et j'ai envie un jour que ça soit une réalité à Bruxelles. On poursuit cette émission avec la Belgique qui veut fêter ses 200 ans en grande pompe et ça va se passer en partie au cinquantenaire qui fera peau neuve, mais pour cela aussi, il va falloir casser la tirelire. Le résumé d'Arnaud Bruckner avec Yannick Van Gansbeek. Un cinquantenaire comme un Central Park à la bruxelloise. Les ambitions pour revoir le site d'ici 2030 sont grandes, avec d'abord la rénovation des bâtiments et des différents musées. On s'attaque aux façades et aux toitures. On attend des instructions plus précises quant à l'orientation. Pour nous, elle doit arriver le plus rapidement possible pour pouvoir très concrètement mener les projets très concrets, notamment par exemple le déménagement de l'Institut du patrimoine. Et cela dans un timing précis. Les rénovations sont étalées sur 10 ans, certaines ayant déjà été réalisées comme la restauration des toits. À partir de 2027, lifting du musée Art et Histoire, puis autour de celui de l'armée dès 2028. En parallèle, les musées travaillent désormais à repenser leurs collections et leurs infrastructures. Nous manquons cruellement d'un espace d'exposition temporaire, nous manquons de réserves. Et donc nous avons déjà proposé que l'on creuse des étages supplémentaires sous le hall de l'air, comme on envisage de le faire de l'autre côté, et qu'on nous installe un nouveau bâtiment d'accueil ainsi qu'un étage supplémentaire dans les espaces 14-18. Autre chantier, celui de la trémie du tunnel routier au centre du parc. Trémie qui devrait être refermé d'ici 2030. La Commission européenne aujourd'hui va prendre un rôle et va lancer un concours d'esquisse, donc un concours architectural avec les meilleurs architectes européens pour réfléchir à comment, en tenant compte de toutes les contraintes de sécurité, etc., on peut recouvrir totalement ou partiellement cette trémie pour quelque part symboliser et représenter la présence des institutions européennes ici au cœur de Bruxelles.
L'ensemble du cinquantenaire a été repensé par un groupe de spécialistes qui proposait ses conclusions aujourd'hui, avec un focus aussi sur le parc lui-même, progressivement repensé. Repenser un parc d'aujourd'hui avec des températures nouvelles, c'est-à-dire que les arbres et je dirais la végétation de ce parc devra s'adapter à des nouvelles situations. Ce parc a été fait fin du 19e siècle. Je ne dis pas qu'on doit faire un autre parc, mais on doit faire un parc pour les citoyens de 2030. L'ensemble des rénovations sont estimées à un peu plus de 155 millions d'euros, financées par la Régie des bâtiments et Belliris, une enveloppe qui peut être revue à la hausse en fonction des projets. Benoît Toussaint, c'est un gros dossier, on voit, hein, parce que ça peut paraître comme ça, du patrimoine, un truc, mais non, oui, c'est du patrimoine, c'est de l'histoire, c'est beaucoup d'argent, ce sont des compromis à trouver à chaque fois aussi, c'est un vrai dossier. Un gros dossier, mais si on reprend le budget, c'est quasi le même budget que pour le Palais du Midi, hein, pour rénover en dessous, pour fabriquer le métro. Voilà. Après, est-ce qu'il faut choisir ou faire les deux ou aucun des deux? Bon, ça, ce n'est pas mon choix. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la fermeture de la Trémie. Je trouve que c'est bien, que ça va vraiment élargir ce parc et surtout réduire le bruit qu'il y a dans ce parc quand on s'y promène. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et puis la rénovation des musées qui parfois ont l'air un petit peu poussiéreux là-bas. Très bien, donc j'attends de voir. Caroline Séguesseur, vous allez au cinquantenaire, vous irez s'il est rénové plus. Je vois qu'on est vraiment en superlatif parce que dans votre reportage, on parle de Central Park. Dans un journal de ce matin, on évoquait le Mall de Washington. Donc on a vraiment beaucoup d'ambition pour ce projet. Est-ce qu'on en parle vous qui avez passé une partie de votre vie à l'étranger? Non, vous êtes arrivé à Bruxelles quand vous étiez jeune. Vous avez dit quand je suis venu m'installer à Bruxelles. On en parle parfois ailleurs que chez nous de ce parc-là? Mais je pense qu'on parle surtout du quartier européen. Et donc c'est une bonne transition avec ce que j'allais dire. Je me réjouis de cet investissement, c'est très bien. Mais je constate que ça va se déployer dans un quartier qui est déjà privilégié à Bruxelles. Le quartier européen n'est pas le plus désagréable dans lequel habiter. Il a déjà bénéficié de beaucoup d'investissements, notamment le métro Schumann, le quartier des Squares, qui sont nickel. Hein, là, il n'y a pas de problème. Les éboueurs passent tout le temps, les policiers aussi. Donc c'est là que vous avez le plus de chances de ramasser un pruneau si vous êtes mal garé d'ailleurs. Donc c'est un quartier qui va déjà très très bien. Donc ok, c'est chouette qu'on rénove le parc du cinquantenaire. Mais c'est vrai, on ne peut pas tout faire. Et donc, il faudrait aussi pouvoir investir, rénover dans des quartiers de Bruxelles un peu plus défavorisés. Catherine Moreau, Olivier Deleuze, c'est pas sur le territoire de vos communes, mais vous trouvez ça bien qu'on concentre notamment sur le cinquantenaire, cette idée du bicentenaire de la Belgique? D'abord, je dois dire mon attachement au musée. Au musée, au pluriel. Et donc l'idée qu'enfin on vienne rénover certains de nos musées dans la capitale, alors qu'on sait que le fédéral avait désinvesti lourdement les musées partout et singulièrement dans la capitale, moi ça me plaît. Ensuite, effectivement, créer un nouveau grand parc, il n'y a pas plein d'endroits où on peut le faire. Et donc si on peut le faire sur la Trémie, en mettant les voitures en dessous et en ayant un vrai grand beau parc supplémentaire dans Bruxelles, moi je le vois positivement. Et pour finir, il y a une autre chose qui me semble intéressante, c'est que si on va vers une forme de rénovation intéressante de ces musées-là, avec une muséologie moderne, ça peut participer de ce qui me semble très important, c'est-à-dire repartager une histoire commune, que ce soit au niveau des Flamands, des Wallons et des Bruxellois, ou que ce soit au sein de la population bruxelloise, que ce lieu revive avec une vocation de redonner une histoire commune. Ça, moi, ça me parle énormément. Trouve-t-il. Olivier Deleuze, vous y allez, vous, au cinquantenaire? C'est un endroit que vous fréquentez? Vous avez assez de verdure à Watermal? Exactement. Et alors, ce que je trouve ça chouette comme projet. En plus, si ça permet de recouvrir le tunnel, c'est pas mal. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aussi au Bois de la Cambre, à savoir les espaces verts, c'est les espaces verts. Et si on peut réduire un petit peu la pollution et tout, et le bruit dans les espaces verts, c'est bien. Donc, moi, c'est un projet que j'aime bien. Et puis, on va pouvoir revisiter les passions humaines. Brièvement, et puis on a encore eu 2 séquences. Je pense à dire que si on veut créer un nouvel espace vert public à Bruxelles, il y a le parc du château de Laken. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Ce serait vraiment sympa que pour le bicentenaire de la Belgique, le roi décide de couper une partie de son jardin et de l'offrir à la visite aux Bruxellois. Le roi Philippe qui nous regarde, donc voilà. Le message est passé. Ça ravit apparemment tout le monde, le cinquantenaire. Transition parfaite pour la séquence Ça me ravit, ça m'énerve. Je propose que vous la voyez apparaître à l'écran et vous allez la découvrir comme le reste. Chacun devra en choisir un. Surura Bouddha,
toujours pas de juge désigné pour enquêter de manière indépendante sur la mort de cette mère de famille dans une prison à Bruxelles. Anderlecht et l'Union éliminés en Coupe d'Europe. Les supporters ont passé une très mauvaise soirée jeudi. ChatGPT qui chante comme Muse et Oasis, c'est pas inventé. L'intelligence a inventé une chanson, chanté, l'a enregistrée et ça ressemble à s'y méprendre. Une aile a même été mise sur des plateformes. Le Parlement bruxellois veut une commission délibérative sur le bruit à Bruxelles, donc une commission avec des citoyens. Et puis Bruxelles qui est, à l'échelle internationale, la 10e ville la plus chère pour construire. Allez, Olivier Deleuze, laquelle de ces informations vous ravit ou vous énerve? Alors, Anderlecht et l'Union et Gand éliminés en Coupe d'Europe jeudi soir, je m'y attendais. Et donc, jeudi soir, j'ai été à la répétition de mon groupe de musique parce que je ne voulais pas voir l'élimination de ces 3 clubs. Et malheureusement, j'ai eu raison. Ceci dit, si l'année prochaine, on a Anderlecht, l'Union et le Racing White en première division, ça va être le pied. Mais qu'est-ce que vous êtes pessimiste? Oui, mais ça te ravit ou ça t'énerve? Parce que moi, j'ai pas compris. Non, je m'y attendais, en fait. J'espérais évidemment qu'Anderlecht, Bart Altmar et l'Union, je ne sais plus, Leverkusen, mais je savais que ça n'allait pas aller. Oui, moi ça m'énerve que tous les clubs quittent en même temps les compétitions internationales, ça c'est dommage. Voilà, j'aurais voulu qu'on ait encore un peu de rêve. Et puis par contre, je trouve que la commission délibérative sur le bruit, ça en tant que médecin et responsable politique, ça me ravit. Je pense que c'est un vrai thème en fait à Bruxelles. Vous y croyez, ça fonctionne? C'est une commission mixte entre parlementaires et citoyens tirés au sort. C'est une expérience que vous trouvez intéressante? Je trouve que c'est une expérience qui a le mérite d'exister, qui peut permettre d'évoquer des idées nouvelles dans le champ public par des voies différentes. Et donc, je ne crois pas que ce soit la panacée, mais je trouve que c'est intéressant. Et le bruit, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Parce que peut-être parfois, on a l'impression, oui, c'est un petit sujet, comme ça, on va le donner à la commission délibérative. C'est un vrai gros sujet. Et à mon avis, on ferait bien de se saisir de ce qui va sortir de cette commission. Alors, on va terminer en remerciant nos experts avec vos coups de cœur. Caroline Segesser, c'est un livre, votre coup de cœur cette semaine, livre de Mark Heutendal. On peut peut-être le voir à l'antenne. Vous avez commencé à lire ou vous allez le lire prochainement, c'est une brique. Hein. Alors Michel, ce n'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de gueule non plus, d'ailleurs je n'aime pas l'expression, c'est un coup de projecteur. Ok. Voilà. Alors effectivement, c'est assez épais, et donc ce qui est particulier, c'est qu'il s'agit d'un traité de jurisprudence commenté, et que c'est présenté, médiatisé, comme un essai. Parce qu'effectivement, et c'est ce que la parution de ce livre nous permet d'apercevoir, ce thème de la laïcité en Belgique, ça reste un objet politique, sociétal, qui est débattu, qui est discuté. C'est vraiment quelque chose d'assez propre, je crois, aussi à l'espace francophone. Je n'ai jamais bien élucidé pourquoi. On parle laïcité en France, au Québec, en Belgique francophone. Dans le reste du monde, on ne s'excite pas tellement là-dessus. Et alors, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on a un éminent constitutionnaliste, et donc on a un juriste qui finalement nous donne des interprétations qui sont assez personnelles et qui ne sont pas, je dirais, partagées par l'ensemble des juristes et spécialistes de la question. Donc je trouve très intéressant de voir que cette laïcité, elle permet même de diviser des gens dont on imaginerait, quand on n'est pas juriste, ce qui est mon cas, mais que finalement, le droit, c'est quelque chose d'assez cartésien, et que la Constitution dit ceci ou elle ne le dit pas en matière de neutralité. Et à travers cet essai, on se dit, non, et finalement, il y a tout un monde d'interprétations possibles, et c'est en ça que c'est un ouvrage tout à fait intéressant. Oui, non, Olivier Deleuze, Catherine Moreau, vous allez lire ce que Mark Heutendal dit de la laïcité, oui ou non? Je vais lire un résumé. Ouais. Mais Caroline Segesser me donne envie de lire ce livre. Et si vous avez envie de le lire à l'air libre, eh bien Benoît Toussaint, votre coup de cœur vous permettra peut-être de le faire, puisque donc, vous nous emmenez en guinguette. Oui, c'est le printemps, c'est la première guinguette qui s'ouvre aujourd'hui, samedi, donc jusqu'à 21h à Evere. C'est la toute première de la saison au Parc Bon Pasteur, et puis les autres vont commencer à ouvrir progressivement, notamment à partir du week-end du 1er mai, au Parc Roi-Baudouin, Parc de Laken, etc., etc. Voilà, des moments conviviaux où on peut boire un bon verre, manger un bon morceau et se retrouver. C'est le printemps. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau des experts. La semaine prochaine, vous retrouverez Jean-Jacques Deleu à cette place. Très bon week-end. À bientôt sur BX1.